Bonjour à tous, il est 13h. Nous allons donc pouvoir commencer ce webinaire. Donc bienvenue à ce webinaire 45 minutes pour passer de salarié à entrepreneur. Alors déjà, j'espère que vous m'entendez bien. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à l'indiquer dans la zone de chat et j'essaierai de vous dépanner. Pour commencer, je me présente. Je m'appelle Audrey Bergondi. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des futurs entrepreneurs et j'accompagne aujourd'hui Ludovic Herbeau, qui est le responsable du centre de formation Winkea, un centre de formation qui s'adresse essentiellement, lui aussi, à des futurs entrepreneurs. Donc, ce webinaire s'adresse aux personnes qui sont salariées et qui souhaitent se reconvertir et entreprendre, mais aussi à ceux qui ont déjà passé le cap de leur reconversion, qui sont entrepreneurs et qui souhaitent être conseillés avec des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, aujourd'hui, on va vous les transmettre à travers une interview, plus spécifiquement une interview de dirigeants d'entreprise qui ont eux aussi connu cette phase de reconversion. Donc pour cette semaine, c'est Audrey Pouchol, dirigeante de Business & You, qui va partager son expérience et qui est interviewée par donc Ludovic Herbeau, dont je parlais à l'instant. Donc je vais pouvoir laisser la parole à Ludovic pour qu'il puisse échanger et je reprendrai la main à la fin de ce webinaire, donc à peu près dans une demi-heure, pour que vous puissiez poser vos questions. À tout à l'heure. Ludovic, je te laisse du coup la main. Merci Audrey, bonjour à toutes et à tous. En effet, je suis Ludovic Herbeau et je m'occupe de la formation pour Winkea. Pour ma part, j'ai créé une agence spécialisée en stratégie digitale sur Vannes, donc avec le réseau InWin. Cette agence, elle existe depuis plus de 3 ans. Et auparavant, j'ai fait l'essentiel de ma carrière aux ventes et au marketing dans l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis parmi vous, c'est pour vous partager, je dirais, notre ambition, l'ambition de Winkea, qui est d'accompagner les porteurs de projets en leur proposant des formations opérationnelles à 3 niveaux, les accompagner sur la stratégie d'entreprise, sur la stratégie digitale et la stratégie commerciale, qui sont 3 piliers de réussite en fait dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Audrey, alors aujourd'hui c'est la journée des Audrey en fait, je suis très heureux d'accueillir Audrey Pouchol, que j'ai eu l'occasion de rencontrer justement dans une formation en fait, qu'elle nous a délivrée en fait, au sein du réseau InWin. Et j'ai la chance aussi de partager une autre expérience avec Audrey, c'est celle des dirigeants commerciaux de France. Et je suis ravi de t'accueillir, Audrey, et je suis ravi de t'accueillir. Eh ben, écoute, merci. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Donc, merci à l'équipe Winkea et puis à tous ceux qui écouteront cette interview. Ravie d'être avec vous. Écoute, super. Donc, écoute, on va y aller. On démarre tout de suite. Tout simplement, est-ce que tu peux plus précisément peut-être te présenter un petit peu ton parcours, tout simplement? Ok, volontiers. Écoute, moi, j'ai une formation dans le commerce international à la base. Donc, j'ai bien profité de mes études pour voyager, faire une partie à l'étranger, des stages, etc. Donc, j'ai bien bougé. Et puis, quand je suis rentrée, j'ai été salariée pendant plus de 20 ans en tant que commerciale, donc du conseil à l'export pour une chambre de commerce, donc un côté très institutionnel. Ensuite, j'ai travaillé dans une agence de voyage réceptive, donc là, j'accueillais des gros clients étrangers des entreprises locales en Auvergne. Et puis, j'ai surtout passé 12 ans chez GL Events, donc qui est quand même le leader mondial de l'événementiel. Et là, j'étais responsable du marché salon pour Clermont-Ferrand, toujours avec 3 sites. Et en 2016-17, voilà, j'ai eu envie d'autre chose. Et j'ai créé Business & You, donc le 1er avril 2017, c'était pas un poisson, c'était vraiment vrai. Et j'ai lancé cette entreprise d'accompagnement des entreprises pour tout ce qui est technique de vente et relations clients. D'accord. Et du coup, alors je dirais clairement, effectivement, donc, à quel moment, en fait, quel était le point de bascule finalement, en fait, dans cette prise de décision de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a un moment clé, en fait, qui s'est dessiné? Est-ce que ça s'est fait petit à petit? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est un cumul de choses, mais en fait, c'est vrai que moi, j'étais pas du tout prédestinée à l'entrepreneuriat. Je dis ça avec vraiment beaucoup de
de bienveillance et aucun jugement de valeur. Mes parents étaient tous les deux professeurs. Mon ex-mari est aussi fonctionnaire. Une grosse partie de ma famille est dans la fonction publique. Donc, c'est un univers différent, en fait, tout simplement. Donc, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout ma culture. Et pourtant, il y a un moment où, dans mon parcours de salarié, je me suis retrouvée, ce qu'on voit souvent, un désalignement des valeurs, un côté où la façon d'exercer le métier de commercial ne me correspondait plus et où j'ai eu envie d'autre chose. Et là, comme j'étais loin de l'esprit d'entrepreneuriat, je me disais, je vais chercher un autre job, un autre CDI. Et puis, il y avait ce côté, tu vois, 12 ans, c'est long. Il y a ce côté vraiment, j'avais l'impression que je venais de divorcer d'avec mon employeur. J'avais pas encore divorcé de mon ex-mari. Et qu'on me demandait de me remarier tout de suite avec quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois, le truc fou. Et là, forcément, je me suis imaginé qu'il y avait peut-être d'autres solutions. Et une des solutions, c'était de proposer des missions à des entreprises. Et au début, je voyais plutôt ça comme quelque chose, tu vois, une parenthèse, un truc pour me ressourcer, parce que j'avais fini quand même en mauvais état de mes années de salarié. Pour être clair, ça a fini en burn-out. Et le désalignement était vraiment important. Et donc voilà, j'avais besoin de me reconstruire et j'ai plus vu ça comme une parenthèse au début. Alors, c'est vrai que quand on a préparé cet entretien, tu m'as parlé effectivement de cette notion de divorce. Donc, ça m'avait marqué. Et du coup, j'ai envie de te poser cette question-là. En fait, qu'est-ce que tu as perdu et qu'est-ce que tu as gagné, en fait, je dirais, donc à devenir chef d'entreprise? Alors, qu'est-ce que j'ai perdu? Je sais pas si au final j'ai perdu grand-chose, mais en tout cas, au moment où je le vis, tu vois, fin 2016, début 2017, moi, l'événementiel, c'était une passion. Enfin, notamment le milieu des foires, des salons, tu vois, c'était ma vie depuis que j'étais étudiante. J'avais été bénévole, ou job d'été, tu vois, sur des événements. J'avais bossé comme hôtesse. C'était un truc, j'adorais ça. Et donc, je me suis dit, là, tu fais une croix sur l'événementiel, quoi. Enfin, voilà, ça, c'était vraiment ce qui était le plus douloureux pour moi. C'est que j'adorais ce monde-là, mon job, mes clients, tu vois, vraiment, j'ai un attachement particulier aux clients. Donc ça, c'était vraiment dur. Au final, comme je viens de chez GL, on m'a demandé plein de fois d'organiser des trucs depuis. Donc, je crois que j'ai organisé plus de choses depuis 5 ans que finalement chez GL, où je traitais avec des organisateurs. Donc voilà. Mais sur le moment, il y a cette sensation de renoncement, tu vois, qui est quand même très, très forte et cette peur de perdre quelque chose. Bon, ça, c'est propre à tout changement, hein. Bien sûr, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que j'ai gagné? Un paquet de soucis, on en parlera après. mais surtout une énorme liberté, vraiment une énorme liberté. Et puis, tu vois, même quand je parle des soucis, je le dis avec un grand sourire parce que c'est des bons soucis. Alors justement, si on se parle de soucis, après, est-ce que c'est un souci? Je ne sais pas, mais tu vas me le dire. En fait, nous, quand on parle vraiment souvent d'entrepreneuriat, on aborde souvent cette question, et c'est souvent une question d'ailleurs que se posent les porteurs de projets, et même les entrepreneurs. Je crois qu'au quotidien, en fait, c'est quelque chose que l'on vit, je dirais, quotidiennement. C'est cette fameuse prise de risque. Est-ce que toi, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rapport à la prise de risque dans l'entreprise? Ouais, ça, c'est une vraie question. Parce qu'il y a la prise de risque de départ, dont on parlait, c'est tout d'un coup, oui, et puis encore une fois, j'insiste, mais c'est vraiment ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, tu vois. C'est moi, je viens d'un monde alors moi, j'étais pas fonctionnaire, mais enfin, mon entourage est très fonctionnaire, et donc forcément, le côté être indépendant, c'est une prise de risque monumentale vue par leur prisme à eux. Donc, il y a le risque financier, bien sûr, mais là, en fait, je pars avec une petite enveloppe. On a l'accompagnement de Pôle emploi, tu vois, sur les premières années. Donc, je me dis, OK, le risque, il est quand même assez mesuré. Et puis, j'avais vraiment besoin de cette parenthèse, tu vois, le rapport risque-bénéfice, ça joue aussi dans la relativité. Et puis, il y a ce côté aussi que, de toute façon, c'est une parenthèse que je m'offre pour 1 an ou 2, le temps où on a un accompagnement financier.
et que finalement, j'ai rien à perdre parce que je vais gagner énormément en compétences et que ça, je vais pouvoir le valoriser après quand je vais chercher, parce que je suis encore dans cette idée-là à ce moment-là, quand je vais chercher mon futur CDI, tu vois. Donc, le risque, pour moi, il se mesure et puis on a quand même de l'accompagnement, on a quand même un matelas, si tu veux, à ce moment-là. Et puis, une chose dont on reparlera aussi après, c'est qu'à ce moment-là, moi, je suis encore mariée. Donc, ça aide aussi un petit peu, même si je ne compte pas sur ça pour vivre, mais tu vois, il y a quand même ce parachute, quoi. On est deux, donc voilà, sur l'aspect purement financier. Après, sur la prise de risque, elle disparaît pas après, parce que moi, au bout d'un an, je me dis non mais c'est hors de question que je revienne en arrière, hein. donc ça me plaît trop, c'est ça que je veux, vraiment cette notion de liberté, de pouvoir faire les choses à ma façon, ce réalignement des valeurs, tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment super important. Moi, je m'épanouis là-dedans, donc je veux que ça devienne viable, donc il faut que ça continue. En tout cas, j'ai vraiment envie que ça continue et j'y mets l'énergie. Et là, la prise de risque, elle continue parce que, puis, j'allais dire presque à un moment, elle s'accentue, tu vois, parce que tu n'as plus l'accompagnement Pôle emploi, tu as les fameuses choses que tu as prévues, hein, c'est-à-dire que tu as tes, comment ça s'appelle, tu sais, les rappels de cotisation, parce que forcément, par rapport à ce qui était prévu au départ, enfin voilà, c'est toutes les choses que tu as anticipées, hein, tu sais à quoi t'attendre, c'est pas des surprises. Mais n'empêche que, bon, moralement, tu vois, ça tombe à un moment, tu as tes rappels de cotisation, tu as Pôle emploi qui s'en va, voilà, donc ça met un petit coup de pression, tu vois, sur tes décisions. Et puis des décisions, faut encore en prendre, quoi. C'est pas juste au moment de créer, c'est tous les mois, tu prends une décision au moins un peu importante. Toutes les semaines, tu en prends des moyennes et puis tous les jours, tu en prends plein de petites, quoi. Donc, et ça, je me souviens très bien parce que moi, j'aime beaucoup partager avec des gens qui sont plus avancés que moi. Et j'avais fait cette réflexion, j'avais dit, écoute, là, faut tout le temps prendre des décisions, c'est lourd, quoi. Et le chef d'entreprise qui avait eu des centaines de salariés, tu vois, me dit, mais oui, mais Audrey, c'est ça qui fait la qualité de l'entrepreneur. C'est, t'y couperas pas, quoi. Il faut y aller, il faut prendre des décisions. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est comment je rends ça plus facile, tu vois, pour que ce soit pas quelque chose de lourd, mais que ça devienne quelque chose de presque léger. C'est déjà avec la montée en compétences, tu vois, plus tu vas apprendre des choses, plus tu vas faire, plus forcément tu vas te sentir à l'aise. Et puis, c'est surtout de la formation et de l'accompagnement. Bien sûr. Voilà, prendre un coach, prendre un mentor. Alors, ça, je l'ai fait un peu plus tard, mais dès le départ, tu vois, parce qu'au début, tu n'oses pas trop aussi investir des fois, parce que tu n'as pas trop de sous qui rentrent, donc tu n'oses pas en faire sortir trop non plus. Et pourtant, c'est plus que nécessaire. Mais c'est aussi avec un groupe de pairs, tu vois, des gens qui sont comme toi ou un peu plus avancés que toi. Et les deux sont intéressants. Ceux qui sont comme toi, parce que ils ont les mêmes problématiques à l'instant T, sauf que des fois, il y a un sujet où ils l'ont eu avant toi. Des fois, il y a un sujet, c'est toi qui l'as eu avant. Donc, il y a une espèce d'entraide comme ça qui fait que tu peux gagner vachement de temps et vachement de stress, tu vois, de stress en moins. Et puis ceux qui sont plus avancés que toi parce que c'est inspirant et eux tout ça c'est un peu plus loin pour eux, mais justement ça te montre comment ils ont dépassé ça, quoi. Donc forcément voilà, formation et puis des pairs, des coachs, tout ce qu'on peut pour aller chercher de l'info. Donc c'est vraiment échanger en fait. On parlait tout à l'heure des réseaux DCF, mais du coup je crois que le réseautage pour toi est super important. Et justement, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, par rapport au réseau en fait? Est-ce que tu es dans des réseaux particuliers? Oui, ça a été un point vraiment important dès le début. Alors moi, sur la première année, tu vois, je t'ai dit, j'ai été commerciale pendant 20 ans, j'ai fait 12 ans dans un gros groupe. Il y a un truc qu'on te demande tous les 4 matins, c'est du reporting. C'est les chiffres, où t'en es des chiffres. J'ai bien connu aussi, Voilà. Et alors là, j'étais en overdose totale. Donc, je me dis, OK, première année, encore une fois, je rappelle, j'étais pas dans un esprit de ça va durer, tu vois, c'était vraiment ma parenthèse. Donc, je me dis, OK, Audrey, zéro pression sur les chiffres, laisse tomber. C'est pas ce qui est intéressant. En revanche, tu as besoin de monter en compétences. Donc, marketing digital à fond, parce que ça, j'y connaissais rien. Et ça, on va sans doute en parler après, mais c'est un point crucial. Et deuxième objectif de cette année-là, c'était le réseau. Parce que moi, localement, finalement, j'avais 5 contacts locaux. Alors,
qui, depuis 5 ans, tu vois, m'ont tous fait bosser à un moment donné. Donc, sauf un, je crois, donc 4 sur 5, c'est plutôt chouette. Mais bon, tu vas pas loin avec ça quand même. Donc, créer du réseau pour trouver des clients, mais aussi pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire pour avoir un entourage qui te stimule, etc. Alors, il y a plein de petits réseaux, mais qui vont pas forcément parler à nos auditeurs parce que c'est des réseaux locaux, tu vois. Bien sûr, Mais bien sûr. il faut trouver aussi celui qui nous correspond parce que moi, je sais que mon réseau chouchou, c'est celui où je suis allée au tout début. Il y a que des petits dedans. Des petits, alors c'est pas péjoratif, hein, moi je suis une petite, mais c'est des solopreneurs ou des TPE. Et ça, bah, c'est du vie ma vie, quoi. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, tu vois. C'était le réseau pour faire du vie ma vie et chercher du comment on s'entraide. Tiens, j'ai telle problématique. Ah bah oui, moi je l'ai déjà résolu ça. Et ça, bah tiens, tu peux peut-être aller voir quel machin de ma part. Enfin, tu vois, c'était vraiment ça qui était intéressant là-dedans. Après, je suis dans un autre réseau national qui s'appelle Dinabuy. Alors celui-là, il est assez chouette pour une raison, c'est qu'à la base, c'est un groupement d'achat. Donc, ça permet, même quand tu es indépendant, finalement, d'avoir un CE, tu vois, un truc, voilà. Ouais, tout à fait. Je suis adhérent aussi d'Inabuy. Donc, ouais, je connais bien. Donc, et puis, il y a des rencontres dirigeants qui sont plutôt sympas. Donc, voilà, celui-là, je l'aime bien aussi. Mais tu as raison, c'est vrai que Dinabuy, du coup, puisque tu en parles, je vais en parler également. C'est vrai que c'est vraiment un très, très bon réseau pour démarrer, en fait, le réseautage. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est un groupement d'achat, donc il y a effectivement ce côté comité d'entreprise un petit peu aussi. Donc c'est eux. Et c'est vrai que c'est riche pour faire des premières rencontres, en effet. Ouais, puis on peut faire des économies pour ceux qui ont besoin de matériel, sur les achats de voitures, sur les choses comme ça. C'est ça, tout à fait. Et en plus, bon, ben, moi, l'entreprise a un peu évolué depuis. Et depuis septembre, tu vois, j'ai ma première salariée. Ben, c'est chouette de pouvoir lui offrir un CE, tu vois. Bien sûr. Elle s'y attendait pas dans une si petite structure. Donc, voilà, ça, c'est le bon côté. Les DCF, alors j'y suis plutôt pour l'instant en tant que sympathisante. Ah, t'es sympathisante, je crois que t'étais rentrée, moi. Non, je ne suis pas encore rentrée. Pas encore, ok. On peut leur faire un petit coucou. Je vais leur en parler. Et puis après, il y a un autre réseau qui me tient à cœur, forcément, parce que là, dans celui-là, j'y suis active, tu vois, j'anime une partie des réunions. C'est un réseau qui s'appelle Femmes Leaders Mondiales, qui a été créé à Clermont-Ferrand en 2000, mais qui est dans plein de pays d'Europe et d'Afrique, donc plutôt des gens qui parlent français. Et on a à peu près 500 adhérentes. Et c'est un réseau féminin qui prône l'égalité des droits hommes-femmes et comment on aide les femmes dans le business, parce qu'on a quand même des petites problématiques féminines on ose moins, on se dévalorise plus facilement, voilà, des trucs de filles, quoi. Elles se reconnaîtront. Tout à fait. Tout à l'heure, tu me parlais de marketing digital et en effet, forcément, donc nous, chez Winkea, en fait, c'est un petit peu, je dirais, au-delà de l'entrepreneuriat, c'est aussi notre ADN, le digital. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'entreprise, je dirais, on dit l'entreprise est digitale, mais l'entreprise, ouais, c'est un fait, elle est digitale. Je dirais, comment toi, tu as appréhendé, je dirais, cette nouvelle donne, on va dire, dans ton organisation, mais également, en fait, et peut-être, je dirais, dans ta façon de travailler au quotidien? De niveau, déjà, sur la partie visibilité. Parce que aujourd'hui, si tu n'es pas, tu vois, sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas tout ça, un site web, je sais pas, toutes ces choses qui peuvent aider, même si au début, j'avais un rayonnement plutôt local, finalement, tu as besoin de rester quand même dans l'esprit des gens, tu vois, et tu oublies quand même super vite, même si tu es super sympathique, souriant, agréable, tu vois, tu as beau faire tout ce que tu veux, les gens, ils t'oublient. Donc, si tu n'as pas cette interaction avec les réseaux sociaux pour être sur le devant de la scène, hein, c'est pas pour briller, mais c'est pour rester dans le… Faut être visible, bien sûr. Ouais, tout simplement, tu vas rester… Se faire remarquer, bien sûr. Les gens, pour qu'au moment où ils ont besoin de toi, ils pensent à toi et qu'ils n'aillent pas chercher quelqu'un d'autre, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Et c'est pour ça que j'ai fait cette formation en marketing digital, parce que ça, j'ai compris qu'aujourd'hui, le commercial, tu vois, si tu fais pas marketing, commercial, communication, un peu tout ensemble, avec du social selling, avec des choses comme ça, t'existes pas, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est dans les outils qu'on utilise. Tu vois bien, là, on est en remote, on est à des centaines de kilomètres. Et puis, le Covid aussi a favorisé ça. On arrive à faire aussi aujourd'hui plein de choses
sans avoir à se téléporter, tu vois. C'est quand même assez magique. On parlait aussi en préparant, tu sais, des outils qui nous aident au quotidien, oui, du Canva, du Calendly pour prendre les rendez-vous, enfin, des outils digitaux. On en utilise la compta, la gestion, enfin, tu vois, tous les outils qui vont venir aider au quotidien. Ça facilite quand même énormément la vie, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que tu utilises aussi tu me parlais d'un outil qui s'appelait StreamYard. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, alors StreamYard, j'aime bien. C'est un outil qui permet de faire alors soit en solo, des vidéos en fait que tu veux enregistrer, mais aussi de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire des interviews, des plateaux. Et en fait, tu peux avoir plusieurs intervenants en même temps. Tu peux même toi-même te connecter sur deux appareils différents pour avoir des effets comme si tu avais un plateau multicam, tu vois, le truc, Ouais, le truc bien sûr. de dingue qu'on n'a pas les moyens d'avoir. Et puis, tu peux aussi avoir des accès à tes slides. Et l'avantage, c'est que tu peux passer, ça fonctionne comme une petite régie, en fait, et tu peux passer je mets tous les intervenants visibles à je mets un seul intervenant en grand, puis je peux mettre un en grand et puis l'intervieweur en petit. Je peux mettre les slides en grand avec personne ou les slides avec celui qui parle en petit ou celui qui parle en grand avec les slides en petit. Enfin, tu vois, tu fais tout ce que tu veux. Et en fait, ça, tu le gères super facilement avec juste 2-3 boutons sur ton clavier. Donc, tu peux le faire en même temps que tu enregistres parce que après, tu peux le diffuser. C'est en diffusion. Alors, je sais jamais entre la version payante et la version gratuite ce qu'on a le droit de faire ou pas. Mais en tout cas, moi, j'ai la version payante et on peut diffuser en direct sur plusieurs réseaux en même temps. Je crois qu'en version gratuite, tu as le droit qu'à un réseau. Donc, bon, tu es sur ton Facebook ou ton Instagram, mais pas sur les deux. Sur YouTube aussi, tu peux. Et tu peux, alors en gratuit, je suis pas sûre qu'on puisse, mais en payant, tu peux aussi enregistrer pour diffuser plus tard. Voilà. Donc, tu fais exactement ce que tu veux avec et ça fait comme si tu avais un plateau multicam, quoi. Parce que, voilà. Pour version payante, alors si je ne dis pas de bêtises, mais ça doit être dans les 500 € par an. C'est un prix modique pour un plateau cam, quoi. Ça reste en effet un prix relativement attractif, même si la difficulté, peut-être que tu la connais aussi, c'est à un moment donné peut-être faire des choix au niveau des outils. Ça, je pense. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots un petit peu des choix éventuels sur les différents outils? Comment toi, tu gères ça en fait? Eh bien, ça, tu vois, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur les prises de décision. Ah, exactement, faire des choix. Et faire un choix, c'est renoncer. Des choix, tu vois, quel client je prends, quel client je ne prends pas, quel logiciel je prends, quel logiciel je ne prends pas. Souvent, il y a des versions gratuites. Donc, ça te permet aussi de tester. Tu sais, tu as 1 mois, 3 mois. Des fois, ils ne sont pas très généreux. Tu as 10 jours. Bon, il faut que ce soit les 10 jours où tu es dispo pour tester. Mais c'est un bon moyen, je trouve aussi. Tu vois, de dire je teste et puis je vois s'il est facile ou pas, s'il est intuitif pour moi ou pas. Et puis aussi, de se poser. Hein, et ça, c'est la grosse difficulté quand on est entrepreneur solo. C'est de prendre du temps pour réfléchir. Et ça, tu vois, on a tendance à être tout le temps dans l'action, dans l'opérationnel, et de s'obliger à prendre ces temps de réflexion et se dire, attends, ok, ce logiciel, il a l'air cool, il me plaît, je trouve ça sympa d'avoir un plateau multicam, mais qu'est-ce que je vais en faire? À quoi il va me servir? Combien de fois dans l'année? Voilà, et puis ça va peut-être changer, c'est-à-dire qu'à un moment, tu utilises beaucoup le truc, puis après, tu te rends compte que tu as changé ou tu en as pris un autre ou tu n'as plus le même besoin, tu vois, tu fais plus de carrousel et moins de vidéos, j'en sais rien. Et c'est là de se mettre des alertes aussi, tu vois, régulièrement, de se dire, attends, mais faisons le point, tu vois, toujours du temps pour penser, hein, est-ce que je fais le point sur tout ce que j'ai là à ma disposition, voilà. Comme on fait ou pas dans sa vie perso, tu sais, où tu as toujours 10 assurances qui couvrent le même truc, quoi. Et de temps en temps, c'est bien de se dire, attends, je fais le point parce que finalement, mon assurance accident, machin, je l'ai aussi dans mon habitation, je l'ai aussi dans la voiture et je l'ai aussi, voilà. Donc, non, mais ça, je pense que tu mets le doigt, je pense, sur quelque chose de très important. C'est en effet se prendre du temps pour se poser. C'est valable pour le choix des outils digitaux, mais c'est aussi valable pour, je dirais, la stratégie qu'on est en train de mettre en place et pour se repositionner et puis pour aussi
mesurer peut-être aussi les performances que l'on a, j'imagine. Oui, oui, puis te dire, ben voilà, entre la version payante et la version gratuite, est-ce que j'ai vraiment besoin de la version payante? Tu vois, on parlait de Canva tout à l'heure. Moi, ça fait 5 ans que j'utilise Canva en version gratuite. Je ne l'ai pas encore en version payante. Là, bon, comme j'ai une chargée de com maintenant, je me dis que c'est peut-être le moment de passer à la version au-dessus. Mais tu vois, j'ai très bien vécu pendant 5 ans avec juste du Canva gratuit. Pareil, j'ai du Calendly gratuit, j'ai du LinkedIn gratuit. J'ai pas la version premium, tu vois, parce qu'il y a plein d'autres moyens de faire tant que tu veux pas faire du truc de masse et que tu n'es pas dans la recherche d'optimisation de ton temps à fond. Voilà, ce qui est aujourd'hui plus mon cas. Donc, mais ce qui est à la fois quelque chose de bien et quelque chose de voilà, moins folichon, c'est que quand tu démarres, tu as du temps parce que tu n'as pas des clients pour t'occuper à 100% quand tu démarres. Soyons réalistes. C'est vrai, je confirme. Voilà, moi je suis très optimiste de nature, mais optimiste réaliste, sinon on va droit dans le mur, tu vois. Et donc voilà, donc au début, tu peux te permettre effectivement d'avoir des outils peut-être un peu moins performants, parce que du temps, t'en as et que voilà. Après, quand ton agenda il est plein et qu'il craque de partout, forcément, et même avant ça, je dirais, c'est mieux de se poser la question avant, c'est voilà, comment je peux faire de la recherche d'optimisation et peut-être que là, il y a des logiciels payants qui te font gagner du temps ou de l'externalisation. Moi, il y a plein de tâches que j'ai externalisées. Tout à fait. Mais ça vient après, c'est pas au moment de la création, ça. Au moment de la création, tu fais tout parce que tu as le temps. Et parce que je pense que c'est aussi essentiel, parce que avant de le déléguer, tu sais, c'est bien d'avoir mis les mains dans le cambouis, d'avoir compris comment ça marche, qu'est-ce qui est important. Enfin, tu vois, moi, je regrette pas ça. Je pense que c'était indispensable de passer par là. Moi, je partage complètement ce point-là, c'est-à-dire qu'il faut effectivement se mettre dans la situation pour mieux comprendre, effectivement, et pour prendre ensuite, bien évidemment, les bonnes décisions. Je reviens, Audrey, sur la partie formation. Tu nous en as déjà un petit peu parlé. Est-ce que concrètement, en fait, tu peux nous dresser la liste des formations que tu as suivies pour, je dirais, mettre en place tes compétences, pour prendre tes fonctions entrepreneuriales? Voilà, je vais y arriver. T'as du temps? Moi, j'ai du temps. Après, on a un timing à tenir. Donc, alors, dans les grandes lignes, alors du coup, parce qu'en effet, je pense que, au vu de ce que tu me disais, tu déclarais à peu près quoi? C'est 20% de ton budget, de ton chiffre d'affaires en formation? Entre 10 et 20%, parce que 20%, c'est quand même, on va dire, entre le haut du panier. Il y a peu de gens qui mettent 20% de leur chiffre d'affaires dans de la formation. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai fait entre 10 et 20% de mon chiffre d'affaires tous les ans. Peut-être même qu'au début, ça représentait encore plus que ça en proportion. Non, c'est à peu près ça. Ouais, du 10-15. Parce que l'an dernier, j'ai mis vraiment 20%, j'ai mis le paquet. Parce que je trouve que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est-à-dire investir en nous. Parce que ça reste, tu vois, c'est pas du vent, quoi. Et au début, on a aussi besoin de se sentir en confiance, etc. Et la confiance, ça vient avec la montée en connaissance et la montée en compétences. Tu vois, si tu veux avoir vraiment ta posture d'expert, donner l'impression, même si des fois à l'intérieur, c'est un peu un volcan, tu vois. Donner l'impression, en tout cas, que tu maîtrises et que tout va bien. C'est essentiel d'avoir un socle solide, tu vois. Donc, cette formation, elle est super importante. Moi, j'ai pris, je t'ai dit, beaucoup sur le marketing digital, beaucoup de choses aussi sur les réseaux sociaux pour améliorer mon profil, pour savoir comment communiquer, pour avoir des idées de quoi faire. Alors, sous différentes formes, sur le marketing digital et les réseaux sociaux, beaucoup de formations plutôt digitales. J'ai testé plusieurs formats. Celui qui marche pour moi, c'est quand il y a de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des séances collectives de questions-réponses, tu vois, de coaching. Voilà, celle où il n'y a pas d'accompagnement, moi, ça me désengage assez vite. Je trouve que tu peux pas poser tes questions. Si tu es coincé sur un truc, s'il y a quelque chose qui te paraît pas clair, tu es vite démuni, quoi. Bien sûr, puis se faire challenger aussi, j'imagine. C'est aussi l'occasion d'échanger et de se faire challenger. Oui. Puis souvent, il y a des groupes Facebook qui sont associés à ça. Donc, il y a aussi là la communauté, l'entraide. Tu peux poser tes questions, encore une fois, tu vois, entre pairs. Entre pairs.
On revient toujours à ça, hein. Et puis, tu as le coach, quoi. Le coach qui est ton modèle et qui s'y fait bien son boulot, il est aussi ton moteur. C'est-à-dire qu'il te donne l'énergie, il entretient ta motivation, tu vois. Donc ça, c'est important. Des formations aussi. Alors, moi, je fais de la formation. Je fais du mentoring, même si on veut être plus précis. C'est-à-dire tu vois, dans le mentoring, c'est la formation, mais derrière, il y a un suivi personnalisé, individualisé des gens. Et donc, ça, c'est pareil. Je trouve que c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, j'ai fait une formation de formatrice. J'ai d'abord commencé à donner des formations, puis après, je me suis dit, je vais peut-être me former. Ça a changé complètement, ça a révolutionné ma façon de faire des formations, tu vois, parce qu'on est passé très clairement d'un truc assez descendant qui te rassure, tu vois, tu as ta trame, tu passes tes petites diapositives, là, c'est super confort, à un truc vachement plus participatif et des ateliers, voilà, jusqu'à maintenant, effectivement, des sessions de mentoring où, en fait, le principe, c'est que quand je me connecte avec les gens, je ne sais pas de quoi ils vont me parler. Tu vois, ils arrivent avec un cas client et vas-y. Voilà. Donc, mais ça, c'est parce que, encore une fois, cette confiance, je l'ai développée par de la montée en connaissances, de la montée en compétences, de la formation, de l'accompagnement, de l'échange avec mes pairs, enfin tout ce qu'on dit depuis le départ. C'est tout ça, tu vois, qui fait ce résultat-là derrière. Bien sûr. Et puis, sur quoi d'autre il y a beaucoup de formations informelles aussi, tu vois, encore une fois, par l'échange. Tu apprends ton métier d'entrepreneur parce que tu as le métier de ton cœur d'expertise, tu vois, moi c'est le métier de mentoring, technique de vente et relations clients, mais tu as un métier aussi entrepreneur, ton métier de chef d'entreprise, tu vois, et ça tu l'apprends beaucoup par l'observation et l'échange avec les autres. De la veille peut-être aussi? La veille, beaucoup, forcément, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais ça, moi, je fais plutôt de la veille sur mon cœur de métier, tu vois, sur mon expertise. Bien sûr. Ouais. Voilà. Sur le métier d'entrepreneur, pas trop. Tu vois, voilà, ça, c'est plus par l'échange et les réseaux. D'accord. Pour moi, hein. Donc après, bien sûr, tout à fait. Alors du coup, Audrey, le temps passe très très vite avec toi. Ouais, je suis bavarde, il paraît. Bon, mais c'est excellent, hein. C'est pas ce que j'ai voulu dire, attention, hein, au contraire. Et du coup, on arrive déjà quasiment à la fin. Alors en fait, moi, ce que j'aurais voulu te demander en fait pour la fin, et notamment pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui, c'est de voir un petit peu avec toi en fait. Est-ce qu'il y aurait des pièges en fait qui seraient à éviter en fait quels seraient les pièges à éviter selon toi dans une phase d'entrepreneuriat? Premier piège, c'est l'entourage. L'entourage est clé, vraiment. Et ça, sur le plan perso comme pro, hein, les deux, le piège là, si tu veux, c'est que surtout ton entourage familial, alors encore une fois, en plus avec ma spécificité à moi, mais ton entourage familial est frileux, si tu veux, par rapport à cet entrepreneuriat. Sauf si tu as un conjoint ou une conjointe qui est déjà dans l'entrepreneuriat, tu vois, là, c'est parfait, parce qu'il est au courant de ce qui va se passer, etc. Mais souvent, l'entourage cherche à protéger. Donc, il va dire, oulala, c'est risqué, mais t'es bien sûr, garde ton CTI, voilà. Ça, c'est ce côté-là où vraiment tu vas pas forcément trouver de l'encouragement dans ton entourage au début, et ça, il faut arriver à mettre un peu à distance. C'est pas facile. Ok. La deuxième personne qu'il faut pas trop écouter, tu sais, c'est là, en général, tu as un petit syndrome de l'imposteur. En effet. Il parle beaucoup, celui-là, au début. Même quand tu as 20 ans d'expérience, même quand tu vois, tu as l'impression de repartir avec une page blanche. Et ça, c'est horrible, tu vois, tout d'un coup, tu as 40 et quelques, tu vois, et tu as l'impression d'être débutante. Donc, lui, il faut arriver à le faire taire aussi assez rapidement et dire, OK, je t'entends, c'est important, parce qu'effectivement, optimiste, réaliste, donc il faut aussi avoir conscience des choses qui ne vont pas. Mais pas lui accorder trop de valeur.
Et puis, la troisième erreur, le troisième piège vraiment, et je l'entends encore tous les jours, c'est ce côté, je vais pas cibler. Je vais, quelle que soit mon activité, je vais Je vais prendre tout le monde. Ouais, je vais prendre tous les clients, je vais prendre tout le monde, tu vois, et ça rejoint cette idée de choix du départ. Et ça, c'est un vrai piège parce qu'en fait, bah, tu te retrouves, c'est quoi l'image que je t'ai donnée? T'es une baleine parmi les baleines. Et en fait, il vaut mieux être un dauphin, même si c'est plus petit, tu vois, un dauphin parmi les baleines parce que tu vas ressortir. Et c'est ça vraiment le piège, c'est de te noyer dans la masse parce que tu dis, bah, les autres, ils font ça, c'est que ça marche. Oui, en partie, mais tu n'es pas différenciant et du coup, tu n'existes pas. Tu fais une sorte de petite soupe un peu insipide, quoi, et personne n'aime la soupe fade, tu vois. Donc, c'est sûr. Donc, voilà. Mais ça, c'est vraiment un réflexe de protection aussi. Hein. C'est toujours, tu vois, que ce soit l'entourage, l'imposteur, l'absence de cible, c'est tous des trucs qui tournent dans je me protège. Et en fait, ne faut pas avoir peur de cette prise de risque. De trancher, de prendre encore une fois une décision. À qui je m'adresse. Ouais. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est indispensable. Alors du coup, pour terminer, ce sera la dernière question. Oui, parce que je vois qu'il y en a dans le chat. Il y en a quelques-unes qui tombent en plus. Donc voilà, après, alors quel conseil en fait tu pourrais donner en fait aux futurs entrepreneurs? Bah, je vais redire l'entourage en numéro 1. Ok. Tu vas nous la refaire à l'envers, c'est ça? Oui, je vais te la refaire à l'envers, celle-là. Non, mais c'est hyper important et je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois tout au long, mais d'avoir un entourage de gens qui vivent la même chose que toi. Tu vois, pour grandir, c'est un vrai moteur et puis c'est un vrai, là pour le coup, un vrai parachute aussi, tu vois, ça a tous les bienfaits. Alors, vous l'avez un peu compris parce que j'ai parlé d'ex-mari, mais protéger son entourage familial, ça c'est quelque chose que j'ai pas su faire aussi, qui est une vraie question et particulièrement, je vais encore faire une réflexion sexiste, mais qui est, je pense, particulièrement vrai pour les femmes qui entreprennent, parce que c'est, je pense, plus difficile quand c'est la femme qui entreprend, encore une fois, sauf si le mari est déjà dans l'entrepreneuriat, hein, mais avec quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans, je pense qu'une femme le vit mieux quand c'est le mari qui le fait que quand c'est l'inverse. Et donc là, il faut arriver à protéger ça. Parce que, en plus, moi, j'ai un tempérament assez enthousiaste, je me passionne très vite et ça saoule les autres s'ils ne sont pas dans ce trip-là, tu vois. Donc, bien sûr. Donc voilà, c'est comment on arrive à préserver justement un peu de bulle autour de son entourage familial parce que c'est quelque chose de très prenant et moi je suis convaincue qu'il faut quand même être passionné pour faire ce boulot-là et tu vois avoir le courage d'oser de se lancer au départ. Et sauf qu'il faut se dire que les autres, voilà, ils nous accompagnent, c'est déjà bien, mais ils sont pas forcément là pour vivre le même truc que nous. Donc voilà, ça, je sais pas comment, j'ai pas la recette, j'ai pas réussi, mais en tout cas c'est un point de vigilance. Et puis le deuxième conseil, c'est d'investir en soi, vraiment, parce que encore une fois, c'est ce qui reste. Et même si il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu sais aussi, qui tentent des choses. Ça peut se casser la binette. Malheureusement, il y a quand même une boîte sur deux qui ferme assez rapidement. Ce que tu as investi en toi, tu ne le perds pas. C'est-à-dire que si demain, tu repars dans un emploi salarié, ça va te servir. Si demain, tu remontes une autre boîte avec un autre sujet, ça va te servir. Tu vois, c'est quand même de l'avance que tu as pris sur la suite, quoi. Donc, ça, c'est jamais perdu. Écoute, merci Audrey pour cette fin, je dirais, très, très positive. Et du coup, je me tourne vers Audrey, donc Audrey Vergondi, pour savoir si en fait nous avons des questions. Et en effet, j'ai vu qu'il y en avait dans le chat. Tout à fait. Il y a une première question qui concerne l'embauche. Est-ce que, d'après toi, Audrey, il y a un bon timing pour embaucher? Est-ce qu'il faut embaucher tout de suite ou est-ce qu'il faut attendre au contraire le début de la croissance? C'est une bonne question. C'est une très, très bonne question et je ne suis pas sûre d'être la mieux placée pour répondre parce qu'en fait, moi, pendant 5 ans, j'ai dit jamais je n'embaucherai.
je ne voulais pas. C'était vraiment le truc, oh là là, parce que derrière, il faut manager quelqu'un, parce que, ben, tu vois, on parlait de prise de risque au début, mais on est encore là-dedans. Ça, c'est une grosse prise de risque pour moi. Enfin, en tout cas, moi, je le vivais comme ça, parce que tout d'un coup, je devenais responsable aussi de quelqu'un d'autre. Tu vois, la boîte, il fallait qu'elle ait sa croissance pour moi, mais aussi pour quelqu'un d'autre. Tu vois, cette responsabilité, elle est, dans mes valeurs à moi, elle était forte. Donc j'ai attendu le plus possible. Et puis à un moment, c'est devenu évident, c'est-à-dire que il faut embaucher avant d'être complètement débordé, avant d'être complètement sous l'eau. Et c'est ça qui est hyper difficile parce qu'en fait, tu embauches à un moment où tu n'as pas forcément encore les moyens. C'est-à-dire que si tu attendais d'avoir les moyens de payer quelqu'un pour l'embaucher, ce serait déjà trop tard, en fait. Voilà. Donc, il faut embaucher à un moment où tu fais un peu un pari sur l'avenir. Et surtout, moi, je l'ai embauchée sur quelque chose qui ne me rapporte pas d'argent tout de suite. C'est-à-dire que elle produit plein de choses, mais financièrement, elle est improductive, tu vois. Donc voilà. Donc c'est en fait, tu te dis, soit je me paye vachement bien, soit je continue à me payer moyen, mais j'embauche quelqu'un, tu vois. Et donc voilà. Mais à un moment, c'est devenu évident parce que j'ai la chance d'avoir une boîte qui croit bien et que c'était soit prise de décision, hein, toujours pareil, soit j'embauche quelqu'un et je peux mener de front tous mes projets et dire oui à tous les projets clients qui m'intéressent, plus mon projet à moi, parce que j'ai un projet de développement d'une formation en ligne, tu vois, et c'est là-dessus qu'elle est venue en support. Sinon, il fallait que je renonce. C'est-à-dire que je ne pouvais pas tout faire, en fait. Et mon choix à moi, ça a été de dire, OK, je ne veux pas renoncer au projet digital. Je ne peux pas le faire toute seule parce que je n'aurai pas le temps, parce que j'ai trop de projets clients super que je n'ai pas envie de laisser passer. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends quelqu'un en support sur ce truc-là. Mais encore une fois, tu vois, j'aurais très bien pu dire, OK, je laisse tomber le digital et puis on verra dans 2 ans quand j'aurai le temps. Donc, il n'y a pas de règle, il faut le sentir. Ouais, je pense qu'il faut le faire avec sa personnalité, il faut le faire avec là où on se sent à l'aise. Et puis il y a des moments pour tout, parce que tu vois, moi je suis pourtant très cartésienne, hein, mais des fois tu dis il y a des alignements, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis non, allez, ça y est, j'ai passé un mois un peu turbulent en avril, tu vois, à me dire oh là là, est-ce que j'embauche, que si j'embauche pas, c'était vraiment une révolution pour moi. Et puis derrière, tout s'est enchaîné, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai dit ok, je veux bien quelqu'un, je l'ai dit une fois dans un de mes cours. Et il y a cette jeune fille que je trouvais sympa qui m'a dit mais moi ça m'intéresse, et on s'est rencontrés et ça marchait vachement bien, et aujourd'hui elle est là et ça fait 1 mois et demi, je regarde la date, tu vois, qu'elle est là, et c'est génial. Enfin, c'est encore une fois, c'est léger, ça se passe bien, il n'y a pas de, enfin tout est facile, et donc tu dis finalement au moment où tu prends ta décision, c'est que c'est le bon moment, quoi. Enfin, puis il faut y croire de toute façon. À partir du moment où tu as décidé un truc, il faut se dire que c'est le bon choix, tu vois, parce que si tu prends une décision et que tu dis « Oulala, est-ce que j'ai bien fait ?» c'est mort, quoi. Bien sûr. Ok. Alors, merci du coup pour cette réponse. On en a une deuxième. Alors, je vois qu'il est 43. Donc, on ne va pas pouvoir en faire beaucoup plus. Donc, la seconde question, c'est, vous parliez de devoir être optimiste et réaliste pour ne pas foncer dans le mur. Pour vous, est-ce que tout le monde peut réussir à passer de salarié à entrepreneur, ou bien existe-t-il un profil type ? Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de profil de personnalité. Cette capacité à prendre des décisions, elle est vraiment super importante. Et ça, il y a des personnalités qui sont plus à l'aise avec ça. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas capables de le faire, hein, attention. Mais il y a des personnalités pour qui c'est moins difficile, pour qui ça va être plus évident. Si on est, pour ceux à qui ça parle, je n'ai pas le temps de le détailler, mais pour ceux à qui ça parle, j'en parle de profil de personnalité, moi j'aime bien le modèle DISC, vous irez voir sur Google, et donc le rouge, le dominant, c'est quelqu'un qui prend des décisions super facilement, qui est fonceur, etc. Lui, par contre, des fois, il va dans le mur, hein, parce qu'il réfléchit pas. Mais en tout cas, il a cette capacité à driver et à décider et à piloter. Moi, je suis pas rouge, j'en ai un peu, mais c'est pas ma couleur dominante. Moi, dans le disque, je suis jaune, c'est celui qui est dans l'enthousiasme et le positif, etc. Donc, je pense que n'importe quel profil peut y arriver, avec un bémol quand même, parce que je l'ai vu sur des collègues à moi, c'est-à-dire qu'il y en a que ça met vraiment, vraiment en zone d'inconfort dans cette prise de décision, dans l'instabilité. Comment on peut se sentir à l'aise dans l'instabilité? Et si on est vraiment toujours sur ce profil disque,
il y a une couleur verte qui s'appelle stable. Et là, c'est un peu plus difficile parce que c'est des gens qui aiment pas le changement, qui aiment pas les choses justement qui sont mouvantes, qui sont moins à l'aise dans la prise de décision. Donc, tu vois, je pense que ça peut avoir un impact là-dessus. Et encore une fois, même ces personnalités-là, si elles sont bien accompagnées, si elles sont bien entourées, elles peuvent. Mais elles vont avoir besoin peut-être d'un peu plus de collectif, tu vois, pour y arriver. Donc, il n'y a pas de profil où c'est pas de noir et blanc, c'est pas, il y en a, ils peuvent, et il y en a, ils peuvent pas. Mais il y en a pour qui ça va être plus facile que d'autres. Oui. Et puis, je pense qu'il faut avoir un projet passion aussi. Peu importe ton profil. Tu as tout à fait raison. C'est qu'à partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait, moi, j'ai un coach québécois que j'aime bien qui dit, en fait, il faut que tu sois prêt à le faire gratuitement. Tout ce que tu es prêt à faire gratuitement pour aider des gens, voilà, c'est que là, tu peux y aller. Tu as l'énergie nécessaire pour aller le faire. Voilà, il faut se faire payer, hein, bien sûr. Mais je veux dire, il y a plein de trucs, ouais, tu serais prêt à le faire gratuitement parce que ça te passionne, parce que tu adores ça, parce que moi, la relation client, j'en parle, tu vois, quand il y a des gens qui se lancent, on parlait des réseaux tout à l'heure, moi, je passe, chaque fois qu'on me sollicite, j'essaie de caser où je peux, mais prendre 1 heure pour discuter avec quelqu'un, je vais pas le facturer, je vais pas lui faire du conseil, je vais pas, mais tu vois, prendre 1 heure pour lui expliquer comment améliorer sa relation client, 2-3 techniques de vente pour qu'il démarre bien, je le fais avec grand plaisir parce que c'est un sujet qui me passionne, en fait. C'est ce qu'on appelle du freemium, en fait. C'est ce qu'on appelle du freemium. C'est comme dans le digital. Au début, c'est gratuit. Puis après, effectivement, on récupère effectivement les fruits, si c'est bon, bien évidemment. Oui, et puis du gratuit, t'en fais plein, parce que chaque fois que tu étais sur les réseaux sociaux, c'est du conseil que tu donnes, hein, tu fais pas de la pub. Donc tu es tout le temps en train de donner des astuces, des trucs, du gratuit. Et faut que tu sois vraiment animé par ça, parce que sinon tu le fais pas, quoi. Donc oui, la passion. La passion. On va terminer sur ça, sur la passion, et ça me va bien. Merci encore, Audrey, pour cette interview. C'était vraiment très, très plaisant. Merci, donc, Audrey. on arrive en effet à la fin de ce webinaire. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. Avant de vous quitter, je vous communique juste la date de notre prochaine session de formation qui démarrera en fait le 23 janvier prochain. En attendant, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous pour des échanges personnalisés, soit avec Audrey Vergondy, je précise, pour le coup, ou moi-même. N'hésitez surtout pas. Vous trouverez nos coordonnées donc à l'issue de la présentation, bien évidemment. Et nous sommes à votre disposition. Audrey, tu ne me demandes pas en fait où on va le mois prochain? J'allais le faire. Donc, où vas-tu le mois prochain, Ludovic? Écoute, je ne sais pas. Je sais très bien. Donc, nous irons nous promener en fait dans les montagnes, d'autres montagnes que celles de Clermont-Ferrand, mais nous irons dans les Alpes, donc sur Annecy. Nous irons sur Annecy. Je ne peux pas vous en dire plus. Ok. Il n'y a pas de volcan. Merci à tous. Il n'y a pas de volcan. Il n'y a pas de volcan, mais il y a un beau lac. Bonne Merci journée. à tous. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.